Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Voilà. Voilà les mots que ma propre mère m'a jetés au visage devant tout le monde, dans un restaurant chic de Lyon. Ma sœur, Coralie, souriait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais venue préparer. Ma réponse a glacé l'ambiance et a tout changé, pour toujours. Avant que je vous raconte en détail comment nous en sommes arrivés à ce point de rupture, laissez-moi vous dire bonjour. C'est incroyable de voir à quel point ces histoires de famille peuvent résonner partout dans le monde. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour nous de nous connecter, au-delà de nos propres drames. Alors, pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Je m'appelle Élodie, j'ai 30 ans. Je suis graphiste freelance. Je vis seule dans un petit appartement charmant dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. C'est un quartier d'artistes, un peu bohème, tout ce que ma mère, Martine, déteste. Ma vie est simple, calme, et je l'ai construite toute seule, à la sueur de mon front. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à commencer ma soirée, je faisais quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire chaque mois, je payais les factures de ma mère. Je regardais l'écran de mon ordinateur, le logo bleu d'EDF affichant la somme de 120 €. Un clic, et l'argent quittait mon compte pour aller sur le sien. C'était mon secret. Mon fardeau. Vous voyez, ma famille a une dynamique particulière. Il y a ma mère, Martine, une femme qui a toujours vécu dans ses rêves de grandeur. Et puis il y a ma grande sœur, Coralie. La fille en or. Celle qui a réussi. Elle vit à Paris, elle est entrepreneur à succès, elle voyage, elle dépense. Du moins, c'est l'histoire qu'elle raconte. Et c'est l'histoire que ma mère choisit de croire. Moi, je suis l'autre. La fille discrète, l'artiste un peu ratée, celle qui a choisi la sécurité d'un petit appartement lyonnais plutôt que les paillettes de la capitale. La vérité, c'est que le petit magasin de fleurs de ma mère a fait faillite il y a 1 an. Un drame silencieux, étouffé par la honte. Officiellement, Coralie l'aide beaucoup. Officiellement, ma mère se débrouille. Mais la réalité, c'est que depuis 12 mois, chaque facture, chaque loyer, chaque dépense imprévue, c'est moi qui l'assume. En secret. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée 1 millier de fois. Je pense que tout a commencé avec mon père. Il est décédé il y a quelques années, et il était le seul à voir ma valeur. Il me disait toujours, Élodie, tu es l'encre de cette famille. Tu es solide. Après sa mort, j'ai eu l'impression de devoir reprendre ce rôle, comme une promesse silencieuse que je lui avais faite. Je payais pour maintenir une illusion de stabilité, pour protéger ma mère de la dure réalité. Et peut-être, au fond de moi, une petite partie de moi espérait encore. L'espoir naïf qu'un jour, ma mère me regarderait et me verrait vraiment. Qu'elle comprendrait que la force ne se mesure pas au bruit que l'on fait, mais à la charge que l'on peut porter en silence. Je portais ce secret comme un vêtement trop lourd. Chaque appel de Coralie, chaque post sur les réseaux sociaux la montrant dans un restaurant branché de Paris, était comme une petite piqûre. Elle se vantait de sa réussite pendant que je calculais si je pouvais me permettre de sortir avec mes amis après avoir payé le loyer de notre mère. C'était une injustice silencieuse, une colère qui grondait doucement en moi, jour après jour. Chaque virement bancaire était un mélange d'amour filial, de devoir, et d'un ressentiment grandissant. Je me disais que je pouvais continuer comme ça, que c'était mon rôle. J'étais l'encre, après tout. Mais une encre, si elle est trop lourde, finit par couler. Et c'est exactement ce qui était sur le point d'arriver. Je pensais pouvoir continuer à jouer ce double jeu, à être la fille invisible et le pilier financier. Mais cet équilibre précaire était sur le point d'être pulvérisé. Tout a commencé par un simple coup de téléphone, un après-midi de mardi. La voix de ma mère, mielleuse et faussement enjouée, a retenti. Et je savais, avant même qu'elle ait fini sa phrase, que ce n'était pas un appel anodin. Je ne savais juste pas encore que c'était l'appel qui allait déclencher la fin du monde tel que je le connaissais. Que me réservait-elle cette fois-ci? Allô, ma chérie? C'est maman. La voix de Martine au téléphone était si douce, si inhabituellement chaleureuse, que mon estomac s'est immédiatement noué. C'était sa voix, de façade, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, ou pire, quand elle préparait un coup.
J'ai une merveilleuse nouvelle. Ta sœur vient à Lyon ce week-end, et nous allons fêter ça. Elle vient de signer un contrat incroyable, tu imagines. On va dîner chez Paul Bocuse samedi soir pour célébrer sa réussite. Bien sûr, tu es invité. Paul Bocuse. Le temple de la gastronomie lyonnaise. Un restaurant où le menu le moins cher coûte plus que ce que je gagnais en une journée de travail. Le choix du lieu n'était pas un hasard. C'était une déclaration. C'était un décor, une scène de théâtre conçue pour mettre en lumière la star de la famille, Coralie, et pour souligner, par contraste, ma propre médiocrité. Mon cerveau a immédiatement fait un bond en arrière. 1 an plus tôt, une célébration similaire. Coralie avait obtenu une promotion. Nous étions dans une brasserie chic, moins ostentatoire, mais le scénario était le même. Toute la soirée, ma mère n'avait cessé de comparer le salaire supposé de Coralie au mien. Tu vois, Élodie, quand on est ambitieuse, on récolte les fruits de son travail. Toi, avec tes petits dessins, tu dois te contenter de moins. Chaque mot était une humiliation publique, servie entre le plat principal et le dessert. J'étais rentrée chez moi ce soir-là avec un goût amer dans la bouche, et ce n'était pas à cause du vin. Élodie? Tu es là? La voix de ma mère m'a ramenée au présent. Oui, maman. C'est super pour Coralie. Mais Paul Bocuse, ce n'est pas un peu excessif? Rien n'est trop beau pour fêter le succès de ma fille. Et ne t'inquiète pas pour l'argent, Coralie régale. Bien sûr. Coralie régalait. Avec quel argent? Celui que je n'avais pas à dépenser pour ma mère parce que je m'en occupais déjà? L'ironie était si cruelle qu'elle me donnait la nausée. J'ai raccroché, le cœur battant. J'ai immédiatement appelé ma meilleure amie, Manon. Manon, c'est mon encre à moi. La voix de la raison quand tout le reste est chaos. Je lui ai raconté l'invitation. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, sa voix, tranchante et sans appel. Élodie, tu es folle. Tu ne vas pas y aller. Je ne sais pas, Manon. Si je n'y vais pas, je vais être la méchante, l'aigrie, la jalouse. Mais tu es quoi, là? Tu es leur banquière secrète et leur punching ball officiel. Tu paies leurs factures pour qu'elles puissent aller dîner dans des restaurants de luxe et te cracher au visage. Réveille-toi. Pour une fois, pour l'amour de toi-même, dis non. Elle avait raison. Chaque mot qu'elle disait était la vérité pure et simple. Et pourtant, une partie de moi, cette petite fille qui cherchait désespérément l'approbation de sa mère, voulait y aller. Elle voulait croire que, peut-être, cette fois serait différente. Je l'ai expliqué à Manon, ou du moins j'ai essayé. Je sais, mais c'est ma mère. Si je coupe les ponts, je n'ai plus personne. Je veux juste, une soirée normale. Juste une. C'était un mensonge, et nous le savions toutes les deux. Il n'y aurait jamais de soirée normale. D'ailleurs, qui parmi vous s'est déjà menti à soi-même juste pour maintenir la paix, même une paix factice, dans sa famille? Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Racontez-moi dans les commentaires. Parfois, on est la seule personne à croire à ses propres mensonges, n'est-ce pas? J'ai passé la nuit à peser le pour et le contre. Y aller, c'était accepter l'humiliation. Ne pas y aller, c'était déclencher une guerre froide, des semaines de silence radio et de reproches indirects. Finalement, au petit matin, une autre idée a germé dans mon esprit. Une idée froide et radicale. Et si je n'étais plus obligée de choisir entre ces deux options? Et s'il y en avait une troisième? J'allais y aller. Mais je n'irais pas en victime. J'irais en combattante. J'ai allumé mon ordinateur. Je suis allée sur le site de ma banque. Et j'ai commencé à télécharger. 1 an de relevé de compte. 1 an de virement. J'ai ouvert mes emails et j'ai imprimé chaque facture que j'avais payée. EDF. Orange. Le syndic de l'immeuble, Foncia. L'assurance habitation. 12 mois de ma vie, de mon travail, de mes sacrifices, imprimés en noir et blanc. Je les ai classés méticuleusement, par mois, par catégorie. J'ai glissé le tout dans une chemise cartonnée. C'était ma police d'assurance. Mon plan de secours.
Je ne savais pas si j'allais l'utiliser. Mais je savais une chose, je ne subirais plus jamais en silence. J'ai rangé le dossier dans mon sac à main. Il n'était pas lourd, physiquement. Mais je sentais que je portais le poids d'une année entière de mensonges et de mépris. Et pour la première fois, je me suis dit que ce soir-là, je ne serais peut-être pas la seule à sentir ce poids. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer de pire, après tout? La décision était prise. J'irais à ce dîner, armée de mes preuves. Mais je ne savais pas encore que ma sœur allait lancer la première attaque bien avant le plat principal. 2 jours avant le fameux samedi, mon téléphone a sonné. C'était Coralie. Coucou ma petite sœur chérie. Je suis arrivée à Lyon un peu en avance, je suis chez maman. Ça te dit que je passe te voir à ton appart? J'aimerais beaucoup voir comment tu as aménagé ton petit nid. Encore une fois, ce ton mielleux. Petit nid. Comme si j'étais un oisillon fragile. J'ai hésité. J'étais en plein charrette, comme on dit dans le métier. Je devais livrer un projet énorme pour un client suisse, une série d'illustrations pour une marque de montres de luxe. C'était un contrat à 5 000 €, une somme qui allait me permettre de respirer un peu, de mettre de l'argent de côté après avoir épongé les dettes de ma mère. Je suis vraiment très occupée, Coralie. Oh, allez, juste 5 minutes. Pour te faire un bisou. Comment refuser? J'ai cédé. Grosse erreur. Elle est arrivée 1 heure plus tard, impeccable dans un tailleur pantalon beige qui criait « Femme d'affaires parisienne ». Elle a fait le tour de mon appartement, posant un regard faussement admiratif sur mes créations accrochées au mur. C'est mignon, ce que tu fais. C'est vraiment un don. C'est dommage que ça ne paie pas plus. Je me suis contentée de serrer les dents. Elle s'est approchée de mon bureau, où mon ordinateur portable tournait à plein régime. Alors, c'est ça, ton gros projet? Waouh, impressionnant. Elle s'est penchée par-dessus mon épaule, une tasse de café fumant à la main. Et c'est là que le drame s'est produit. Dans un geste prétendument maladroit, son bras a heurté la tasse. Le liquide brûlant s'est déversé en une vague marron sur mon clavier. L'écran de mon ordinateur portable a grésillé, a affiché des lignes de toutes les couleurs, puis, plus rien. Le noir complet. Un silence de mort s'est installé dans la pièce, seulement brisé par le bruit des dernières gouttes de café tombant sur le sol. Coralie a poussé un petit cri théâtral. Oh mon Dieu! Élodie! Je suis tellement désolée. Oh là là, quelle gourde je suis! Elle semblait paniquée, mais pendant une fraction de seconde, une seule, j'ai vu une lueur de triomphe dans ses yeux. C'était fugace, presque imperceptible, mais c'était là. Elle ne s'était pas contentée de renverser son café. Elle avait saboté mon travail. J'étais sous le choc, incapable de bouger. Tout mon projet, des semaines de travail, était dans cette machine. Ne t'inquiète pas, je te le rembourserai, a-t-elle lancé, en sortant déjà son téléphone, probablement pour appeler ma mère et donner sa version des faits. Une promesse en l'air, une de plus. Nous savions toutes les deux qu'elle ne paierait jamais. Dès qu'elle a eu le dos tourné, j'ai appelé ma mère, la voix tremblante de panique et de rage. Sa réaction a été pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Élodie, arrête de faire des histoires. C'est un accident, ça arrive. Tu as toujours tendance à tout dramatiser. Ta sœur est mortifiée, la pauvre. Tu as sûrement laissé ta tasse trop près de ton ordinateur, non? Ne mets pas tout sur son dos. Elle me gaslightait. Elle retournait la situation, me faisant passer pour la responsable, la méchante qui accusait sa pauvre sœur innocente. Après qu'elle a raccroché, j'ai passé le reste de la journée dans un état de frénésie. J'ai trouvé un réparateur informatique ouvert en urgence. Le diagnostic est tombé, sec et brutal, carte mère grillée, disque dur potentiellement endommagé. Le coût pour une tentative de récupération des données et une réparation express? 800 €. L'argent que j'avais mis de côté pour mes propres vacances. J'ai payé, sans même discuter. Je n'avais pas le choix. J'ai récupéré mon ordinateur le lendemain soir, 24 heures avant le dîner. Les données étaient sauvées. Le projet était sauf. Mais quelque chose en moi s'était brisé. Ce n'était plus une question de manque de reconnaissance ou d'injustice financière.
C'était une attaque directe, personnelle, vicieuse. C'était une déclaration de guerre. Sérieusement, je me tourne vers vous. Si vous aviez été à ma place, après cet acte de sabotage, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous annulé le dîner? Auriez-vous confronté votre sœur sur le champ? Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce soir-là, je me sentais complètement seule et j'aurais aimé avoir un conseil. Cette nuit-là, en vérifiant que mon projet était bien intact, je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti une détermination froide comme l'acier. Le dîner chez Bocuse n'était plus une corvée. C'était devenu une nécessité. Ce n'était plus seulement pour rétablir la vérité sur l'argent. C'était pour me défendre. Pour défendre mon travail, ma dignité, ma place dans ce monde. Le jeu avait changé de règles. Et j'étais prête à jouer. Quelle serait leur prochaine manœuvre? Le samedi soir est arrivé. Le jour du jugement. J'ai passé l'après-midi à essayer de me calmer, mais mon cœur battait comme un tambour. J'ai choisi ma tenue avec soin. Pas de robe de soirée, pas de tentative de rivaliser avec Coralie. J'ai opté pour un pantalon noir bien coupé, un simple haut en soie de couleur crème et des chaussures plates. Une tenue sobre, professionnelle. Une armure discrète. Mon sac à main, contenant la fameuse chemise cartonnée, semblait peser une tonne. Le restaurant de Paul Bocuse est une institution à Lyon. De l'extérieur, c'est un bâtiment coloré et presque excentrique. À l'intérieur, c'est le summum du luxe à la française. Des lustres en cristal, des serveurs en uniforme impeccable, le murmure feutré des conversations des clients fortunés. L'air était chargé d'opulence et de tradition. Un contraste saisissant avec la guerre froide qui s'apprêtait à éclater à notre table. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Ils étaient déjà installés à une table ronde, au centre de la salle. Ma mère, Martine, portait une robe rouge vif, un peu trop voyante, comme pour s'assurer que tout le monde la remarque. Coralie, à côté d'elle, portait une robe noire moulante, couverte de ce qui semblait être des paillettes de marque, mais je savais reconnaître une contrefaçon quand j'en voyais une. Et puis il y avait Fabien, le fiancé. Un homme dans la quarantaine, avec des cheveux poivre et sel soigneusement coiffés et une montre qui brillait un peu trop fort sous les lumières. Il avait l'air de quelqu'un qui a réussi, mais ses yeux manquaient de chaleur. Alors que je m'approchais, j'ai surpris un fragment de leur conversation. Coralie chuchotait quelque chose à l'oreille de Fabien, l'air tendu. Il a secoué la tête avec un air agacé. Il y avait une fissure dans leur façade parfaite. Une petite note de dissonance dans leur symphonie du succès. J'ai rangé cette information dans un coin de ma tête. Élodie. Tu es là, s'est exclamée ma mère, son sourire ne parvenant pas à atteindre ses yeux. Je me suis assise. L'interrogatoire a commencé immédiatement, avant même que je n'ai eu le temps de regarder le menu. Alors, ma chérie, comment va ton ordinateur? A demandé Coralie, avec une fausse sollicitude qui me donnait envie de hurler. Il va bien, merci. J'ai réussi à tout récupérer, ai-je répondu d'une voix neutre. Fabien est intervenu, avec un sourire condescendant. Ah, Élodie. Toujours plongée dans tes petits projets créatifs. Dis-moi, ça paie bien de dessiner sur un ordinateur de nos jours? Tu arrives à payer ton loyer dans ce quartier de hippies? Le quartier de la Croix-Rousse, un quartier de hippies. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai ravalée. Pas maintenant. Pas encore. Je m'en sors très bien, merci, Fabien. Assez pour vivre confortablement, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Mon calme semblait les déstabiliser. Ils s'attendaient à ce que je sois sur la défensive, mal à l'aise, impressionné par le décor. Mais ce soir, quelque chose était différent. La peur avait laissé place à une étrange sérénité. J'avais l'impression d'être une spectatrice de ma propre vie, observant ces trois personnages jouer une pièce de théâtre qu'ils avaient écrite eux-mêmes. Une pièce sur le succès, l'argent, et le mépris. Le sommelier est arrivé. Fabien a commandé une bouteille de vin hors de prix, en prononçant mal le nom du domaine, un détail qui n'a pas échappé au serveur. J'ai vu un léger frémissement d'amusement sur le visage du sommelier. Tout n'était qu'apparence. Une coquille vide et brillante. À l'intérieur de moi, je sentais le poids du dossier dans mon sac. C'était mon encre,
mais pas celle dont mon père parlait. Ce n'était pas une ancre qui me retenait au fond. C'était une ancre qui me maintenait stable au milieu de la tempête qu'ils essayaient de créer. Ils lançaient leurs piques, leurs sous-entendus, leurs questions insidieuses. Chaque mot était une tentative de me faire sentir petite, insignifiante. Ils jouaient leur partition habituelle, celle de la famille parfaite avec sa brebis galeuse. Mais ils ne savaient pas une chose. Ce soir, la brebis galeuse avait les dents longues. Et elle avait décidé qu'elle en avait assez de se faire dévorer. La soirée ne faisait que commencer, mais je savais déjà qu'elle se terminerait d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper. Lequel d'entre eux allait porter le coup de grâce ? Le repas a suivi son cours, chaque plat étant une nouvelle occasion pour eux de me rabaisser. Pendant les hors-d'œuvre, Coralie a monopolisé la conversation en racontant, avec force détail, son dernier voyage d'affaires à Monaco. Elle parlait de yachts, de soirées mondaines, de contrats signés au bord d'une piscine. C'était un récit si extravagant, si plein de clichés, que j'ai eu du mal à ne pas lever les yeux au ciel. Je savais qu'elle n'avait pas quitté Paris depuis des mois. Ma mère buvait ses paroles, les yeux brillants d'admiration. C'est merveilleux, ma chérie. Tu vois, Élodie ? Voilà ce que c'est que d'avoir de l'ambition. Ta sœur voyage, elle rencontre des gens importants. Pendant ce temps, toi, ta plus grande aventure, c'est d'aller au marché de la Croix-Rousse. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement porté mon verre d'eau à mes lèvres. Chaque silence de ma part semblait les frustrer davantage. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient que je me justifie, que je me défende, pour pouvoir ensuite démolir mes arguments. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Le plat principal est arrivé, un poulet de Bresse en vessie, une spécialité de la maison. Le serveur l'a découpé devant nous avec une précision chirurgicale. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tenter une petite expérience. En parlant de travail, ai-je commencé d'une voix calme, je viens de terminer un très gros projet pour un client suisse. Un contrat à 5 000 €. C'était intense, mais très gratifiant. Je n'attendais pas de félicitations. Je voulais juste voir leur réaction. Elle fut immédiate et brutale. Martine a posé sa fourchette avec un bruit sec. Elle a eu un petit rire, un rire pincé et méprisant. 5 000 €? Ma pauvre chérie. C'est ce que Coralie dépense en un week-end pour ses chaussures. Tu appelles ça un gros projet ? Fabien a renchéri. C'est mignon, Élodie. Tu as ton petit pécule. C'est bien. Il en faut, des gens comme toi, pour faire les petites choses. Mais le pire était à venir. Ma mère, le visage durci par des années de rêves déçus qu'elle projetait sur nous, s'est penchée en avant. Son regard était froid comme la pierre. Elle a baissé la voix, mais chaque mot portait comme un coup de fouet dans le silence relatif de notre table. Ta réussite. Laisse-moi te dire une chose, Élodie. Et écoute-moi bien. Elle a marqué une pause, pour s'assurer que j'avais bien toute son attention. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Le monde s'est arrêté. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. La phrase a flotté dans l'air, suspendue, monstrueuse. J'ai vu le sourire triomphant sur le visage de Coralie. J'ai vu l'approbation dans le regard de Fabien. Et j'ai vu le vide absolu dans les yeux de ma mère. Autour de nous, les autres conversations continuaient, mais à notre table, le silence était total. J'ai senti mes joues s'empourprer. Ce n'était pas seulement de la gêne. C'était une humiliation pure, distillée, servie sur un plateau d'argent. C'était la négation de tout ce que j'étais, de tout ce que je faisais, de toute ma personne. Réduite à moins que rien. Une ombre indigne de toucher les chaussures de sa sœur, parfaite. Je me suis souvenu d'un jour, quand j'avais 10 ans. J'avais passé tout un week-end à peindre une aquarelle de notre jardin. J'étais si fière. Je l'ai montrée à ma mère, le cœur battant d'excitation. Elle y a jeté un regard distrait et a dit, « C'est joli. Mais tu as vu le bulletin de notes de Coralie ? Elle a eu 18 en maths. C'était ça, toute ma vie. Une comparaison sans fin. Une course que j'étais destinée à perdre avant même de l'avoir commencée. Ce soir-là, dans ce restaurant, j'ai compris. J'ai compris que peu importe ce que je ferais, ce que je gagnerais, qui je deviendrais,
Je ne serai jamais assez. Aux yeux de ma mère, j'étais et je resterai toujours l'ombre de ma sœur. Et dans cette prise de conscience douloureuse, une chose étrange s'est produite. La honte s'est évaporée. La douleur s'est muée en une force froide et tranquille. Il pensait m'avoir mise à terre. Il pensait avoir gagné. Mais il venait de me donner exactement ce dont j'avais besoin. Il venait de couper le dernier fil, le dernier lien d'espoir enfantin qui me rattachait encore à leur approbation. Ma mère venait de me donner la permission de ne plus me soucier de son avis. Que pouvait-elle me faire de pire maintenant? Ils ont savouré leur victoire. Le silence qui a suivi la phrase assassine de ma mère était lourd, suffocant. Ils me regardaient, attendant que je m'effondre, que les larmes coulent, que je quitte la table en courant. C'est ce que l'ancienne Élodie aurait fait. Mais l'ancienne Élodie était morte, là, quelque part entre le poulet de Bresse et le mépris de sa mère. J'ai lentement relevé la tête. J'ai rencontré le regard de ma mère sans ciller. Et j'ai souri. Un petit sourire, juste au coin des lèvres. Un sourire qui ne contenait aucune chaleur, aucune joie. C'était un sourire de pure lucidité. Mon absence de réaction les a déconcertés. Ce n'était pas dans le script. Coralie, sentant peut-être que son triomphe n'était pas complet, a décidé qu'il était temps de porter le coup de grâce. Elle voulait s'assurer que je sois bien anéantie, réduite en poussière. Elle a tendu la main et a pris celle de ma mère, dans un geste d'une théâtralité consommée. Sa voix s'est faite douce, presque tremblante d'une fausse émotion. Maman, je sais que les temps ont été un peu durs pour toi depuis que tu as dû fermer la boutique. Et je ne supporte pas de te voir t'inquiéter pour l'argent. Je me suis tendue. Je savais que quelque chose d'énorme se préparait. Elle a continué, en me jetant un regard de côté, un regard plein de pitié simulée. C'est pour ça, maman, que j'ai pris une grande décision. Je veux que tu sois tranquille. Je veux que tu profites de la vie. Alors, j'ai parlé à ma banque, la LCL. Je vais rembourser l'intégralité de ce qu'il reste de ton crédit immobilier. Les 60 000 € restants. C'est mon cadeau. Pour que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter de rien. Le silence qui a suivi cette annonce était encore plus profond que le précédent. C'était le coup de maître. L'acte de générosité ultime. Un geste conçu non seulement pour la faire passer pour une sainte, mais aussi pour me faire passer, moi, pour une fille égoïste et inutile. Comment rivaliser avec ça? Elle ne se contentait pas de m'humilier, elle s'assurait que ma mère lui soit redevable à vie, créant une dette émotionnelle et financière que je ne pourrais jamais égaler. Martine a eu le souffle coupé. De vraies larmes, cette fois, ont commencé à couler sur ses joues. C'était le rêve de sa vie qui se réalisait, être prise en charge, sauvée par sa fille prodigue. Oh, Coralie, ma chérie, je n'arrive pas à y croire. A-t-elle sangloté, en serrant la main de sa fille comme une bouée de sauvetage. Tu es un ange. Un véritable ange descendu du ciel. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille comme toi? Tout en pleurant, elle s'est tournée vers moi. Son regard n'était plus seulement méprisant. Il était accusateur. Et toi? Toi, qu'as-tu fait pour moi, semblait-il dire. C'était presque parfait. Un plan machiavélique, exécuté de main de maître. Mais il y avait une faille. Une énorme faille béante dans leur histoire. Une faille de la taille d'une année entière de virements bancaires. Un crédit immobilier? Rembourser un crédit pour une maison qui, il y a 2 mois à peine, avait failli être privée d'électricité parce que ma mère n'avait pas de quoi payer la facture EDF de 150 €. Une facture que j'avais réglée en urgence depuis mon téléphone, alors que j'étais en rendez-vous client? C'était trop. C'était l'insulte de trop. Le mensonge de trop. La performance de trop. J'ai regardé Coralie, qui savourait les larmes de notre mère. J'ai regardé ma mère, qui la couvait d'un regard d'adoration pure. C'en était fini. Le temps de la diplomatie était révolu. Le temps du silence était terminé. Ils avaient construit leur château de cartes sur un terrain de mensonges. Et j'avais une tempête dans mon sac à main. Je les ai laissés profiter de leur moment. J'ai attendu que les sanglots de ma mère se calment un peu. J'ai attendu que Coralie ait fini de jouer son rôle de sauveuse. Puis, j'ai pris une profonde inspiration.
L'heure était venue. L'heure de la vérité. Allait-il seulement la croire? J'ai attendu que le calme revienne. Un calme relatif, seulement ponctué par les reniflements émus de ma mère. J'ai attendu que Fabien porte un toast à sa généreuse et brillante fiancée. J'ai levé mon verre d'eau avec les autres, un léger sourire toujours sur mes lèvres. Je voulais qu'ils se sentent en sécurité. Je voulais qu'ils croient qu'ils avaient gagné, que j'étais définitivement vaincu. Puis, j'ai délicatement posé mon verre. J'ai croisé mes mains sur la table. Mon cœur ne battait plus la chamade. Il était calme, régulier. C'était le calme qui précède l'orage. J'ai d'abord regardé Coralie. Ma voix était douce, presque conversationnelle. C'est un geste magnifique, Coralie. Vraiment. Maman doit être tellement soulagée. Ça va lui enlever un poids énorme des épaules. Coralie a hoché la tête, un air suffisant sur le visage. C'est normal. C'est mon rôle de m'occuper de maman. Bien sûr, ai-je acquiescé. J'ai laissé un silence de quelques secondes s'installer, juste assez pour que leur confiance soit à son apogée. Ensuite, je me suis tournée vers ma mère. Elle avait arrêté de pleurer et me regardait avec une sorte de pitié triomphante. Je lui ai souri, un vrai sourire cette fois, mais un sourire triste. Maman, j'ai juste une petite question. Une simple question de logistique, tu comprends. Elle m'a regardée, méfiante. Quelle question? J'ai pris mon temps. J'ai articulé chaque mot lentement, clairement, pour que personne ne puisse prétendre ne pas avoir entendu. Si Coralie s'occupe de tout? Si elle paie le crédit immobilier? J'ai marqué une nouvelle pause. J'ai balayé la table du regard, de Coralie à Fabien, puis de nouveau à ma mère. Alors, qui a payé toutes tes factures depuis un an? Le silence. Cette fois, ce n'était pas un silence lourd de mépris. C'était un silence de pure confusion. Un silence vibrant d'incertitude. Ma mère a froncé les sourcils. De quoi tu parles? Je parle de la facture EDF de janvier. Des 115 € d'assurance habitation en mars. De la taxe foncière de 850 € en septembre. Je parle de la facture Orange pour Internet et le téléphone, tous les mois. Je parle des charges de copropriété que le syndic Fonciat envoie tous les trimestres. Je parle de tout ça. Si ce n'est pas Coralie, qui a payé? Le visage de ma mère s'est décomposé. Elle s'est tournée vers Coralie, ses yeux posant une question muette. Le masque de suffisance de ma sœur a commencé à se fissurer. Une lueur de panique est apparue dans son regard. Mais Coralie m'a dit qu'elle m'envoyait de l'argent. A balbutié ma mère. Ah oui, ai-je demandé, toujours sur le même ton calme. C'est intéressant. Parce que quand j'ai appelé la banque le mois dernier pour vérifier un virement, ils m'ont dit qu'aucun transfert n'avait été fait depuis le compte de Coralie vers le tien depuis plus de 18 mois. C'était un bluff. Je n'avais rien vérifié du tout. Mais à la façon dont le visage de Coralie est devenu blanc comme un linge, j'ai su que j'avais touché juste. Fabien, qui jusqu'à présent semblait s'amuser de la situation, a cessé de sourire. Il a regardé Coralie, puis moi, puis de nouveau Coralie. Il commençait à comprendre que quelque chose n'allait pas dans le récit de sa fiancée parfaite. L'atmosphère électrique était palpable. Le piège que j'avais senti se refermer sur moi toute la soirée venait de changer de proie. Ce n'était plus moi, la victime. C'étaient eux, pris dans les mailles de leurs propres mensonges. Je ne comprends pas ce que tu essaies d'insinuer, Élodie, a sifflé Coralie, essayant de reprendre le contrôle. Tu essaies de gâcher ce moment. Tu es juste jalouse. Jalouse? Non, Coralie. Pas jalouse. C'est à ce moment-là que j'ai tendu la main vers mon sac à main. Je l'ai ouvert lentement. Je ne suis pas jalouse. J'ai juste les reçus. J'ai sorti la chemise cartonnée. Je l'ai posée sur la nappe blanche immaculée, entre les verres en cristal et l'argenterie. Le bruit sec du carton sur la table a sonné comme un coup de marteau de juge. La cour était maintenant en session. Et je savais que le verdict serait sans appel. Quelles excuses allait-il bien pouvoir inventer? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP.
Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le dossier était sur la table. Un simple objet en carton, mais il contenait une puissance dévastatrice. Il représentait la vérité, une vérité que j'avais portée seule pendant 1 an. Je n'ai pas sorti la liasse de papier d'un coup. J'ai agi avec une lenteur calculée. J'ai ouvert la chemise. J'ai sorti la première feuille. Commençons par le début, si vous le voulez bien. 1 an en arrière. Quand le magasin de maman a fermé. Ma voix était celle d'une avocate présentant ses pièces à conviction. Voici la facture EDF de ce mois-là. 142 €. Impayé. Avec une lettre de relance. Et voici, sur mon relevé de compte, le virement correspondant, fait le dernier jour avant la coupure. Libellé, pour maman. J'ai fait glisser les 2 feuilles sur la table, vers le centre. Passons au mois suivant. Voici la facture de l'assurance habitation. 98 €. Et voici le virement. Le mois d'après, les charges de copropriété. 250 €. Et voici le virement. Feuille après feuille, je créais une mosaïque de vérité sur la nappe blanche. Chaque papier était un clou de plus dans le cercueil de leurs mensonges. Ma mère était figée, les yeux rivés sur les documents. Elle semblait incapable de traiter l'information. Son cerveau refusait d'accepter cette nouvelle réalité. Coralie, elle, tentait de se défendre. C'est ridicule. J'envoyais de l'argent liquide à maman. Vraiment, ai-je demandé sans la regarder, tout en sortant une autre feuille. C'est étrange. Parce que voici la facture de réparation du chauffe-eau. 700 €. Maman m'a appelé en panique ce jour-là. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de te joindre, mais que tu étais en réunion importante à l'étranger. J'ai dû faire un crédit à la consommation pour payer ça, Coralie. Tu lui as envoyé 700 € en liquide, ce mois-là? Je me suis tournée vers elle. Son visage était un masque de fureur et de peur. Elle était piégée. Fabien ne disait rien. Il regardait la scène avec une intensité glaciale. Il ne regardait plus Coralie avec amour, mais avec le regard d'un investisseur qui réalise que son placement est une fraude. J'ai continué, implacable. Et la meilleure, c'est la taxe foncière. 850 €. En septembre. Je me souviens très bien de ce mois-là. C'est le mois où tu as posté des photos de tes « vacances de rêve » à Santorin. J'ai dû annuler mes propres vacances, Coralie. J'avais prévu de partir une semaine en Bretagne avec Manon. J'ai annulé pour payer la taxe foncière de maman. Pendant que tu prenais des selfies avec un cocktail au bord d'une piscine. J'ai sorti la dernière pièce. Le coup de grâce. Et ceci, ai-je dit en la posant au sommet de la pile, c'est le relevé de toutes les courses que j'ai commandées en ligne et fait livrer chez maman depuis 6 mois. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait du mal à joindre les 2 bouts et qu'elle sautait parfois des repas. Une moyenne de 80 € par semaine. Multiplié par 24 semaines. Ça fait 1920 €. J'ai finalement levé les yeux des papiers. Je les ai regardés tous les 3. Alors, je vous pose à nouveau la question. Le crédit immobilier de 60 000 €, c'est un geste formidable. Vraiment. Mais avant de penser à l'avenir, peut-être pourriez-vous m'expliquer le passé? Coralie, explique-moi. Explique à Fabien. Explique à maman. D'où vient cet argent? L'argent qui a empêché que notre mère ne soit expulsée, qu'elle vive dans le froid, ou qu'elle ait faim. Le silence dans le restaurant semblait s'être étendu à notre table. Les serveurs passaient en nous jetant des regards curieux. J'avais exposé toute notre vie, toute notre misère, toute notre hypocrisie sur la nappe d'un des plus grands restaurants de France. Coralie a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Elle a refermé la bouche. Ma mère a finalement trouvé sa voix. Un murmure, à peine audible. Élodie, pourquoi tu ne m'as rien dit? Cette question. C'est cette question qui m'a fait le plus mal. Pas l'humiliation. Pas les mensonges. Mais cette question. Comme si, d'une manière ou d'une autre, c'était encore de ma faute. Si mon histoire résonne en vous,
si vous avez vécu une situation similaire où vous avez dû vous battre pour votre dignité, partagez votre expérience dans les commentaires. Créons un espace de soutien et de reconnaissance mutuelle. Votre histoire compte. N'oubliez jamais ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez suivre d'autres histoires où la vérité finit toujours par éclater, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, et souvenez-vous de toujours choisir votre paix intérieure. Pourquoi je ne t'ai rien dit, maman? J'ai répété sa question, la voix brisée par un an de frustration. J'ai eu un rire sans joie. Parce que j'avais honte. Honte pour toi. J'ai essayé de te protéger, de préserver ta dignité. Et aussi parce que je savais exactement ce que tu dirais. Tu aurais dit que j'exagérais. Que je me plaignais. Que Coralie avait ses propres problèmes. Et tu aurais trouvé le moyen de me faire sentir coupable, comme tu l'as toujours fait. Je me suis tournée vers Coralie. La panique avait fait place à une colère sourde sur son visage. C'était la colère de l'animal pris au piège. Et toi, ai-je continué, je ne t'ai rien dit parce que ça n'aurait servi à rien. Tu aurais nié, menti, manipulé. Exactement comme tu essaies de le faire maintenant. C'est à ce moment-là que Fabien a agi. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait de scène. Il a simplement plié sa serviette en lin avec une précision méticuleuse. Il l'a posée à côté de son assiette. Puis, il s'est levé. Il a regardé Coralie, non pas avec colère, mais avec un dégoût froid et total. « Je crois que j'ai besoin de prendre l'air », a-t-il dit d'une voix neutre. Il a fait demi-tour et s'est dirigé vers la sortie, sans un regard en arrière. Nous savions tous qu'il ne reviendrait pas. La bulle de la vie parfaite de Coralie venait d'éclater, en public, de la manière la plus humiliante qui soit. Son fiancé, son partenaire en affaires, son ticket pour la vie de luxe qu'elle prétendait avoir, venait de l'abandonner. Coralie a suivi sa silhouette du regard, la bouche entr'ouverte. L'effondrement était total. Elle n'était plus la femme d'affaires parisienne glamour. Elle était juste une menteuse, seule à une table dans un restaurant trop cher pour elle. Puis, le regard de ma mère s'est posé sur moi. La confusion avait fait place à une lueur de compréhension, mais une compréhension tordue, déformée par sa propre psychologie. Mais Coralie est la fille qui a réussi, a-t-elle murmuré, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. C'est elle qui est belle, qui est ambitieuse. Toi, tu es la fille raisonnable, la fille qui reste. Les choses doivent être comme ça. C'est l'ordre naturel. C'était peut-être la chose la plus honnête et la plus cruelle qu'elle m'ait jamais dite. Elle ne me voyait pas, moi. Elle voyait des rôles. Des archétypes. La fille solaire et la fille lunaire. La gagnante et la perdante. Et dans son esprit, il était inconcevable que les rôles puissent être inversés. Sa vision du monde était si rigide qu'elle préférait s'accrocher à un mensonge confortable plutôt que d'accepter une vérité qui la dérangeait. J'ai compris à ce moment-là que je ne me battais pas contre ma mère ou ma sœur. Je me battais contre une illusion. Une fantasmagorie qu'elles avaient construite ensemble et dans laquelle je n'avais pas ma place, sauf en tant que repoussoir. J'ai commencé à rassembler mes papiers, lentement. L'ordre naturel, maman? L'ordre naturel, c'est que les parents s'occupent de leurs enfants, et qu'ensuite, les enfants reconnaissants s'occupent de leurs parents vieillissants. L'ordre naturel n'est pas qu'un enfant saigne financièrement et émotionnellement pour maintenir le style de vie imaginaire de l'autre, tout en se faisant humilier en retour. Je me suis levée. La soirée était terminée. La guerre était terminée. Il n'y avait pas de gagnants. Juste des survivants. Je n'ai jamais demandé ta reconnaissance, maman. Ni tes louanges. J'ai juste demandé un minimum de respect. J'ai juste demandé que tu arrêtes de me traiter comme si j'étais invisible, ou pire, comme une erreur. J'ai payé toutes ces factures parce que je suis ta fille et que je t'aime. Malgré tout. Mais je ne paierai plus pour me faire insulter. C'est fini. J'ai regardé Coralie, qui était maintenant recroquevillée sur sa chaise, le visage entre les mains. Elle ne pleurait pas. Elle était juste vide. J'espère que ton gros contrat te permettra de prendre le relais, ai-je dit, sans une once de sarcasme. Juste une constatation factuelle. Le moment de la vérité était arrivé pour elle aussi.
Quelles seraient les conséquences réelles de cette soirée pour nous toutes? Ma dernière déclaration est restée en suspens dans l'air. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai posé un billet de 100 € sur la table. C'est pour ma part, ai-je dit simplement. C'était plus qu'il n'en fallait, mais c'était un geste symbolique. La dernière transaction financière que je ferais pour eux. Je réglais ma dette et je partais. Je me suis retournée, sans attendre de réponse. J'ai traversé le restaurant, la tête haute, sentant les regards curieux des autres clients sur moi. Je n'ai pas couru. J'ai marché. Chaque pas était délibéré. C'était le son de ma propre libération. En poussant la lourde porte du restaurant, l'air frais de la nuit lyonnaise m'a frappé au visage. C'était comme si je respirais pour la première fois depuis des années. J'ai inspiré profondément. L'air sentait la ville, la pluie récente sur le bitume, la vie. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais vide. Mais c'était un vide sain. Le vide qui reste après qu'on a enlevé une tumeur. L'espace était maintenant libre pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. En marchant le long des quais de Saône, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau sombre, j'ai repensé à toute ma vie. À cette quête incessante d'une approbation qui ne viendrait jamais. À ce besoin de prouver ma valeur à des gens qui avaient décidé depuis longtemps que je n'en avais aucune. Ce soir-là, je n'ai pas seulement exposé leurs mensonges. J'ai brisé mes propres chaînes. La chaîne du devoir mal placé. La chaîne de l'espoir toxique. La chaîne de la culpabilité. Je ne sais pas ce qui s'est passé après mon départ. Je suppose que ma mère et ma sœur ont dû affronter la réalité de l'addition, au sens propre comme au sens figuré. Je ne sais pas si Coralie a avoué l'étendue de ses mensonges. Je ne sais pas si Fabien est revenu. Et pour la première fois, ça m'était égal. Leur histoire continuait, mais sans moi comme personnage secondaire. J'étais enfin la protagoniste de ma propre vie. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Le silence de ma mère et de ma sœur était assourdissant au début. Mais peu à peu, il est devenu apaisant. Mon compte en banque, pour la première fois, restait dans le vert à la fin du mois. J'ai utilisé les 800 € que j'avais failli perdre à cause du sabotage de Coralie pour m'inscrire à un cours de poterie, un rêve que je repoussais depuis des années. J'ai réservé ce week-end en Bretagne avec Manon. Ce n'est pas une fin de conte de fées. Je n'ai pas gagné. J'ai perdu une mère et une sœur, ou du moins, l'illusion que j'en avais. C'est un deuil. Mais c'est aussi une renaissance. Parfois, la chose la plus saine que l'on puisse faire est de s'éloigner des personnes qui nous empêchent de grandir, même si c'est notre propre famille. Cette histoire, je la partage avec vous aujourd'hui non pas pour me plaindre, mais pour dire à tous ceux qui se sentent invisibles, sous-estimés, ou pris pour acquis, vous n'êtes pas seuls. Votre valeur n'est pas définie par l'incapacité des autres à la voir. Vous avez le droit de tracer vos propres limites. Vous avez le droit de dire « stop ».